Salut. La matière n'existe pas, il n'y a que la perception qui existe. Alors si pour toi, la matière c'est autre chose que la perception qu'on en a, tu es dans le faux et tu crois à des fantômes. Donc on va te rééduquer philosophiquement d'un point de vue métaphysique circulaire. Regardez-moi Berkeley, a.k.a. le BG sobre et opaque, l'évêque magnifique, petit livre d'intello, petite forêt della natura, petit calibre, turban official de la mamma, bonne bouille bien grasse, sa mère était fière de lui. Alors Berkeley c'est un anglais, et justement leur philosophie c'est comme leur humour, c'est un peu absurde, c'est cocasse, c'est un peu tordu, loufoque, et Berkeley sa philosophie, si on va la simplifier, c'est je te vois t'existes, je te vois pas t'existes pas. C'est un peu comme les bébés mais en métaphysique. T'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. C'est exactement la même chose. Ils jouent à chat avec l'existence. C'est pas vu, pas pris. C'est comme avec la police ou c'est comme dans certains films. Donc voilà, les Anglais, c'est des petits traits d'esprit comme ça, touk touk, tu vois, c'est des petites touches, c'est subtil, c'est différent des Allemands. Les Allemands, ils ont des lourds, des longs, des gros systèmes philosophiques. Kant, Hegel, des trucs fatigants, laborieux, c'est des livres épais, ça fait des gilets pare-balles. En période de guerre, tu ouvres un livre de Kant, c'est un bunker le truc. Les Allemands, ils sont soporifiques, ils nous endorment et ils s'endorment eux-mêmes. J'en veux pour preuve Kant, qui a dit lui-même que David Hume, l'anglais, l'a réveillé de son sommeil dogmatique, lui-même l'a dit. Et Hume, par rapport à Kant, c'était qui? C'était juste un petit vibrion comme ça qui disait ah, c'est pas parce que le soleil s'est levé hier et avant-hier qu'il se lèvera forcément demain matin, c'est pas l'habitude qui confirme des lois comme ça ne veut rien dire. On n'est jamais sûr que le soleil va se lever. Lol, qui tu vois, c'est les Anglais, leur philosophie, c'est des petites remarques cocasses, des petites remarques loufoques. Les philosophes anglais sont des trolls. Vraiment, c'est ça. Les Anglais sont les trolls de la philosophie. Les Allemands, c'est la grosse machine de travail inlassable, ils charbonnent, ils rigolent jamais, ils pas de sexe, rien, ils sont tous puceaux, Nietzsche, Kant, Schopenhauer, tous puceaux les Allemands. Et les Anglais, ils sont là, maniérés, mondains, tout, ils viennent faire une petite remarque dans la grosse machinerie allemande, un petit comme Hey Kant, maybe you made a mistake in it, you have a problem in it, with your metaphysics. Et là tout d'un coup, Kant, machin, il s'affole, c'est la petite étincelle british, le petit british feu follet, qui vient comme ça court-circuiter les interminables spéculations germaniques. Bref, alors Berkeley, j'ai lu récemment Principe de la connaissance, parce que je lis, je me projette dans des univers métaphysiques vertigineux, j'aime ça, c'est mon côté aventureux. Et dans ce petit texte, il y a sa vision du monde qui est parfaitement expliquée, explicitée. Moi je vais l'expliquer à l'approfondir un petit peu encore pour vous. Y'en a? Alors lui son truc fondamental c'est de dire que la matière en soi elle n'existe pas indépendamment d'un esprit, d'une conscience qui l'aperçoit. C'est pour ça que son slogan c'est être, c'est être perçu. La matière, elle existe dans l'esprit de celui qui l'aperçoit par le sens, odorat, vue, oui. Donc la matière est une chose dont l'existence consiste à être perçue. Elle n'a pas de réalité en dehors de l'esprit. Alors très rapidement, après on va passer aux exemples, mais là j'explique vite fait ce qu'il pense être la connaissance. Pour lui, la connaissance, ce sont des idées qui sont des perceptions. Donc il y a trois types d'idées pour lui. Les idées imprimées sur le sens, comme on a vu, odorat, oui, toucher, etc. Les types d'idées intérieures, donc émotionnelles, état d'âme, sentiment. Et les idées de la mémoire et de l'imagination qui peuvent reproduire, reconstruire les idées qu'on perçoit par les sens. Donc ces trois types de perceptions, elles sont dans l'esprit ou dans l'âme ou dans le moi qui les capte. Bon, jusque là c'est facile. La matière c'est un ensemble de perceptions qui n'existent que dans l'esprit. Et lorsque l'on pense que des trucs qu'on a déjà vus existent, disons en dehors de notre esprit, ces pensées ce sont des idées abstraites dues à l'unification des sensations de perception que l'on a vécues. Ensuite, elle donne lieu à des mots pour les qualifier. Château, pommes, Arrosoir. qui nous font croire que les choses elles existent réellement et indépendamment de nous. Quand on pense qu'une chose existe, ce qui existe effectivement, c'est l'idée abstraite de la chose dans notre esprit. La chose, elle n'existe pas matériellement, ça n'a pas de sens. Et en face d'un objet dit matériel, il existe, c'est-à-dire qu'il l'est qu'en tant que contenu de conscience perceptible. Donc tout ça c'est dans l'esprit et pas ailleurs. Et on va même voir que ce qu'on nomme matière ou objet, les choses en elles-mêmes, la chose en soi parfois on peut dire, ne peut pas être distinguée de la perception qu'on en a. Elle n'est rien d'autre. Et on va voir tout ça. Petit exemple, vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on appelle une pomme, c'est un assemblage de couleurs, d'odeurs, de formes, de goûts. Et toutes ces perceptions, ces idées, elles sont unifiées dans notre esprit et prennent le nom de pomme. Ce qui fait qu'on va se mettre à croire aux pommes, à l'archétype de la pomme comme entité réelle, séparable de l'expérience qu'on en a. On va se dire c'est l'odeur de la pomme, le goût de la pomme, la forme de la pomme. Comme si la pomme était la chose en soi et qu'il y avait la pomme, la matière de la pomme, derrière les perceptions qu'on en a eues. Or tout ça, c'est des croyances, c'est du vide. D'ailleurs, faudrait plutôt dire la couleur est la pomme, le goût est la pomme. Parce que la pomme, c'est rien d'autre que ça. Donc là, on commence à rentrer dans sa métaphysique. Il y a pas de matière derrière la perception. La perception, c'est le tout. Ce qui existe, c'est ce que l'on perçoit quand on le perçoit, rien au-delà de ça n'existe. Donc voilà, pour synthétiser les trois types de connaissances, il y a la pomme, perception visuelle, je la mange, elle est bonne, ça me fait une émotion, perception intérieure émotionnelle. Et avec ma mémoire, je peux mettre à imaginer des pommes d'1 kilomètre, des pommes qui savent chanter, des pommes c'est un homme et une femme et c'est tout un programme. Bref voilà, tout un tas de trucs, on peut délirer sur l'idée de la pomme. Donc là, il y a les trois types de perception selon Berkeley, et toutes ces choses, soit perception visuelle, émotionnelle, imaginaire, ce sont des types d'idées qui existent dans l'âme de celui qui les vit. Comprenez ?
Alors faut pas s'inquiéter, pour Berkeley tout est idée, hein. Faut l'accepter, t'enfiles des chaussettes, t'enfiles des idées. Tu manges un spaghetti, tu manges une idée. Un poteau fixé dans le sol, un poteau c'est une idée fixe. Pourtant une idée fixe c'est un chien, mais les chiens sont mes poteaux. Donc voilà, par un jeu d'articulation surréaliste et métaphysique circulaire, on arrive vraiment à des résultats incroyables. Tout ça c'est dans mon esprit, je suis berkeleyien. All this is in my brain. Alors je répète parce qu'il faut répéter, c'est comme quand tu toques à une porte, toc toc toc. Pourquoi tu répètes le premier toc 2, 3, 4, 5 fois? Parce que sinon t'entends pas. Alors moi je suis obligé de vous répéter toujours être, c'est perçu, etc., etc. Parce que sinon vous entendez pas bien et ça s'appelle du harcèlement, voilà, du bourrage de crâne. Toutes les qualités sensorielles d'une chose, vue, odeur, goût, sont la chose elle-même. Il n'y a pas de face cachée de l'iceberg qui serait la matière pure, qui laisserait entrevoir un bout de son être superficiel par le paraître sensoriel. Et ça c'est ce qu'on croit souvent. Donc on en revient à exister, c'est être perçu. Donc une chose qui n'est pas perçue d'une manière ou d'une autre n'est pas une chose, ça n'existe pas. Ça paraît farfelu, mais il n'y a rien de plus concret finalement. Parce que nous quand on se concentre, quand on y réfléchit bien, on a tendance à croire à la substance de la matière qui se tiendrait sous la perception qu'on a des choses, sous les phénomènes perceptifs. On se dit ok, cet objet il a un certain toucher, une certaine couleur, une certaine odeur, mais derrière ces sensations perceptives, il y a la vraie matière qui se cache, autonome, indépendante de nous. Donc on pense qu'on perçoit des choses, mais qu'on ne saisit pas l'objet en lui-même, la matière réelle derrière les perceptions. On se dit que la vraie matière c'est autre chose que les perceptions. Et justement pas du tout. Regarde, tu prends un objet comme ça, par exemple, t'enlèves sa couleur, la possibilité de le toucher, etc., etc., l'objet n'existe plus. Tu verras pas une matière invisible, froide, qui soutient les phénomènes perceptifs. Y a rien derrière. Tu peux creuser, tu peux la fissurer, tu peux chercher autant que tu veux, tu te confronteras toujours à des perceptions parce qu'il n'y a que ça. Et elles sont dans l'esprit. Il n'y a pas de matière vide, fantomatique qui la soutient. Et ça c'est le mystère du monde, mais lui, il a vraiment compris les choses. Donc si tu réfléchis bien, la matière, elle n'existe pas en elle-même, elle est aussi invisible que l'âme. Mais si on y réfléchit bien, phonétiquement, verbalement, dans la matière, il y a l'âme, la matière, et moi je dis l'âme, matière. Là on touche quelque chose d'une profondeur. Alors on peut réfléchir comme je l'ai fait et se dire mais non, un objet ça peut exister en étant invisible en partie, etc. Par exemple, je me suis imaginé une vitre plexiglas, je me dis regardez la vitre plexiglas, elle est invisible, elle a pas d'odeur et tout, et pourtant elle existe, et ben non, elle est cramée, parce que si je lui mets de la bombe peinturlurante, et ben voilà, elle change de couleur. Mais tu dis oui, mais c'est la couleur que tu l'as mise dessus, c'est pas elle-même, c'est quelque chose que tu as rajouté, oui, mais c'est parce que elle est encore touchable, la vitre plexiglas. Si tu enlèves le sens du toucher à la vitre plexiglas, elle n'existe plus, c'est du vide. Tu comprends? Si elle devient intangible quoi. Bref, c'est un exemple de merde. Ça c'est une première chose. Maintenant on va essayer d'imaginer, on va prendre d'autres exemples, on va faire ensemble des expériences de pensée pour comprendre que ce qu'on ne perçoit pas ne peut pas exister. Vous pouvez par exemple essayer d'imaginer un jardin vide que vous connaissez en disant qu'il existe quand même, donc vous l'imaginez. Mais là vous êtes piégé par votre esprit qui perçoit l'idée du jardin en l'imaginant mentalement. Donc ce qui existe à ce moment c'est ce qui est perçu dans votre imagination. Il n'y a rien d'autre. Vous faites une idée abstraite d'une chose qui pourrait exister, on sait pas ce que c'est exactement, mais ce qui existe c'est l'idée que vous en avez. Et ça c'est une vraie perception, c'est la réalité. Et en réalité vous pouvez pas prouver l'inverse, personne peut le faire. Rien n'existe en dehors de ce qui est perçu, logique. Et toutes les tentatives que vous allez faire pour essayer de concevoir de la matière indépendamment de l'esprit qui l'aperçoit sera mis en échec, car à chaque fois c'est vos idées, vos perceptions que vous contemplez. Pour faire un petit point avec le déterminisme, c'est exactement la même chose. On peut toujours réfléchir qu'une action a été déterminée seulement par la volonté de la personne qui agit, mais à chaque fois qu'on réfléchit intensément, profondément et soigneusement, on se rend compte qu'une action, quelle qu'elle soit, a toujours une cause, et cette cause a une cause, etc. On arrive à un enchaînement causal infini, qui fait que finalement les arbitre n'existe pas. C'est la même chose avec les perceptions. Tu peux toujours te dire que la matière existe en dehors de l'esprit qui l'aperçoit, mais à chaque fois tu n'y arrives pas. Tu te confrontes toujours à une représentation qui n'est jamais indépendante de l'esprit, jamais indépendante de l'esprit qui la capte. Bref, la matière en tant que telle n'existe pas. Alors moi, là où j'ai pensé pouvoir contrer ce fripon de Berkeley, c'est que je me suis dit mais c'est trop simple de dire ça, de se dire que si tu vois pas un truc, ça n'existe pas. Parce que de toute façon la nature c'est un tout, tout affecte tout. Je veux dire, même un grain de riz sur Jupiter, il t'affecte parce que la gravité du grain de riz complique celle de machin chouette, et jusqu'à un moment donné ça va jusqu'à toi, et tout se tient finalement. Là je digresse, mais je veux dire un grain de riz qui est sur Jupiter, j'en ai une perception inconsciente, mais ça joue sur moi, donc ça existe. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, c'est l'idée qu'il y a un continuum de tout dans tout, mais ça après on est dans l'astrophysique, tout ça c'est un peu compliqué pour vous. Par rapport au jardin, je me dis c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas réellement. Mais là je m'étais trompé. Parce que le jardin, je me dis instinctivement, je sais qu'il existe. D'ailleurs je peux ressentir même inconsciemment des choses du jardin. Par exemple une meilleure oxygénation du coup quand je respire, ou encore le chant des oiseaux, Dieu les bénisse, qui vivaldifient mes oreilles en chantonnant, et ils sont dans le parc. Donc de façon indicielle, je sais que le parc existe. Mais là j'étais dans l'erreur quand je pensais comme ça, parce que j'avais mal compris la subtilité du raisonnement de Berkeley justement. Parce qu'on peut croire que ça paraît simple, mais en fait pas du tout. Parce que dire qu'il existe un parc à cause des manifestations qui viennent du entre guillemets lieu que j'estime être le parc, c'est être dans l'abstraction et se faire des idées. Ce qui existe, c'est ce qu'on perçoit. Une meilleure oxygénation qui est perçue, un chant des oiseaux qui est perçu par les oreilles, et ça, oui, ça existe. Mais le reste, ça ne veut rien dire. Le parc, c'est de l'abstraction, c'est une superstition. Le parc, c'est un mot, une idée, un concept, voilà. Mais c'est pas matériel, il y a pas de matière. Là, on est encore... comprenez que il
il est dur à contrer Berkeley, enfin surtout quand c'est moi qui explique sa pensée. Et pour aller plus loin, même si on marche dans le dit parc, dans ce qu'on estime être le parc, qu'est-ce qui se passe? Un ensemble de sensations, odeurs, les senteurs odorantes de la matinée, de la rosée matinale, n'est-ce pas, du verre, des branches, des choses qu'on voit. Mais tout ça, c'est un amalgame de sensations et de points de vue différents. Aucun ne représente, n'est la matière du parc en question. Donc tout cela est variant et l'objet parc en soi n'existe pas, et on se trompe à cause du mot, soit à cause du langage. Donc n'existe que ce qui est perçu. Et c'est ça ce que ça veut dire exister, c'est étymologiquement, c'est se manifester, se montrer. Il n'y a rien de farfelu, allez demander à un scientifique si ce qui n'est pas perceptible existe. Il va vous dire non, évidemment, nous on constate ce qu'on voit avec le microscope ou n'importe quoi. Mais ce qui n'est... Donc encore un exemple très bien pour comprendre Berkeley. Quand on comprend mal l'idée, on se dit ah mais c'est stupide, selon Berkeley ça veut dire pendant la pleine lune, si je suis face à elle, elle existe, et si je me retourne, elle n'existe plus. Mais non, justement, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. Si t'es face à elle, ce que tu perçois, c'est une forme visuelle ronde et blanche. Si tu te retournes, tu percevras la clarté du sol illuminée par les rayons. Et si t'es dans ton lit, tu percevras l'attraction qu'elle exerce sur toi. On sait que la pleine lune, voilà, a un pouvoir d'attraction, donc tu te sentiras peut-être un peu différent. Elle influe un peu sur le caractère des gens. Donc, à travers ces trois types, face à elle, retourné ou dans ton pieu, tu percevras des sensations, des idées, et il existe de la lune ce qu'on en perçoit. Et ce qui existe, c'est la perception. C'est pas le mot lune qui ne veut rien dire. Même même un astronaute qui serait dessus à ce moment-là, il a des perceptions, il verrait des crevasses, des trucs, mais il verrait pas plus la lune que vous, ça ne veut rien dire. Tout ça c'est des degrés différents, et dire que être c'est être perçu, c'est le bon sens le plus simple, finalement, c'est un enfant qui pourrait dire ça, mais personne peut le contredire. Tout ce que dit Berkeley c'est la vérité c'est l'expression intelligible de la réalité, et la réalité c'est ce qu'on perçoit, donc on en revient à être perçu, et être, c'est être perçu. Tout ça, c'est logique, mais nous, on poursuit des fantômes à cause des mots, à cause du langage, à cause de notre esprit qui divague. Lui, il part dans des théories qui peuvent paraître naïves, mais en fait, ce qu'il allie, c'est le bon sens du nourrisson et le génie du métaphysicien qui est... Où est-ce qu'il est? Il n'existe pas, il n'existe même pas, même lui il n'existe pas. Il vient dynamiter toutes nos petites superstitions minables. Alors dernier truc, j'ai retourné, le être, c'est être perçu dans ma tête, et il y a une chose étrange. Il dit que la matière n'existe pas en dehors que l'esprit qui l'aperçoit. C'est vrai. Mais si ce qui est, c'est ce qui est perçu, comme on ne peut pas percevoir l'âme, l'esprit, la conscience, dois-je en déduire qu'elle n'existe pas? C'est une vraie question. Moi, ça me paraît être la première des évidences. Or, ce qui n'existe pas ne peut pas faire exister ce qui, d'après Berkeley, n'existe que dans l'esprit, vu qu'il n'existe pas comme je viens de le démontrer. Berkeley dit que l'âme elle existe en tant que contenant, elle contient. Mais vous voyez quand même que là on peut passer de l'idéalisme le plus incroyable, on était dans les cimes, les plus hautes cimes de l'idéalisme, au matérialisme le plus pétrifiant. Et là, on a basculé. L'idéalisme et le matérialisme, c'est comme l'amour et la haine. C'est amour, haine, idéalisme, matérialisme. Et moi, j'ai bien fait instinctivement cette articulation entre les deux, parce que quand on va jusqu'au bout, je sais pas, je dirais que mon intuition, elle me dit que c'est l'âme qui n'existe pas. En tout cas, tout ça, ça montre bien qu'on n'est pas grand-chose. L'homme, l'esprit, l'être, le monde, tout ça n'est qu'une bulle. Et la mort est son aiguille. Je sais pas si vous avez compris, putain.